Oui, merci de cette occasion d'échanger autour de la préférence nationale. Je trouve ça extrêmement intéressant que vous ayez pris cette approche-là pour le débat parce que ça fait un petit moment que je suis convaincu que c'est probablement ce qui restera à la fin à l'extrême droite quand tout aura fin d'avoir disparu. C'est-à-dire que c'est, je pense, la seule matrice permanente de l'extrême droite. Et qu'au fond, c'est cela qui différencie fondamentalement l'extrême droite de toute autre mouvance politique dans le pays comme ailleurs. Et c'est vrai que les associations sont confrontées à ce que vivent l'ensemble des citoyens et citoyennes de ce pays mobilisés contre l'extrême droite. Ces formes dites de banalisation, où au fond on est dans ce que j'appelle parfois un moment gris, c'est-à-dire que, comme toujours dans ces moments de l'histoire, certains commencent à se dire ouais, mais enfin bon, c'est pas si pire, c'est pas si grave, c'est pas si différent. Et je crois très important effectivement que l'on puisse sans cesse avoir à l'esprit et partager et illustrer le fait que l'extrême droite, c'est fondamentalement la préférence nationale. Et moi, j'ai bien aimé ton expression sur la répugnance nationale, la répugnance républicaine, oui, je pense qu'on peut, qui me paraît être vraiment une excellente façon de dire les choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Fédération des acteurs de la solidarité a pris position en 2022 lors de l'élection présidentielle, très clairement et sans aucune ambiguïté, pour un vote contre l'extrême droite, ce qui n'est pas du tout dans les gènes et les habitudes de la Fédération des acteurs de la solidarité, et en insistant très clairement sur le fait qu'à nos yeux, l'extrême droite, du fait de la préférence nationale, est antinomique de la solidarité. Évidemment, de la solidarité à l'égard des étrangers, mais on sait tous que ce qui se cache derrière cela, c'est une forme d'essentialisation qui finit toujours par toucher non seulement les étrangers, mais les pauvres par nature, puisque il va de soi que les étrangers sont tous des salauds et que finalement les pauvres sont tous des salauds. Et c'est pour moi ce qui fait la différence entre les républicains et les autres, qui est l'essentialisation ou pas. Et donc il me paraît très important que nous puissions à chaque fois remettre le doigt sur cette particularité anti-républicaine de l'extrême droite. C'est ce qui fait que la face a appelé à un vote très clair en 2022. C'est aussi ce qui fait que nous maintenons une position et qui fait débat, y compris parmi nous, ce que je crois tout à fait naturel, même si pour moi l'issue ne fait pas de doute de ce débat, qui est la question de savoir s'il faut avoir, quand on est association, et il y a là des amis qui sont dans des villes qui voient très bien ce dont je peux parler. Pour nos associations, la question se pose souvent de savoir qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude à l'égard des élus du Rassemblement national. Et notre fédération maintient une position qui est de ne pas considérer ces élus comme des autres. Et de ne pas avoir de rapports normaux avec ces élus en raison de la préférence nationale. Parce que cela pose quelque chose qui est fondamentalement contraire à tous les principes républicains et au principe de solidarité qui est celui qui est porté par nos associations. Et c'est d'autant plus fondamental que, comme tu le disais, nos associations, la Fédération des acteurs de la solidarité accueille à peu près 1 million de personnes partout dans le pays, des associations dont le point commun est de lutter contre la précarité et la pauvreté. Que ce soit des personnes à la rue, des personnes en hébergement, des femmes victimes de violences, des Français, des étrangers, des Français et des étrangers dans l'insertion par l'activité économique. Et nous vivons effectivement, les équipes vivent, les travailleurs sociaux, les bénévoles vivent avec ces personnes, ces formes de discrimination de manière très puissante. Et la raison pour laquelle nous sommes mobilisés auprès des étrangers dans ce pays, c'est qu'ils ils vivent une forme importante et extrêmement douloureuse de la précarité, qui est la raison d'être de nos associations. Nous avons des combats qui sont menés sans cesse. Je pense notamment, je suis en train de faire hélas la tournée en France des manifestations de l'extrême droite contre l'installation de lieux d'accueil pour étrangers. Puisque vous savez que depuis qu'hélas, il y a eu un recul que je juge extrêmement préjudiciable dans une commune de Bretagne,
où les élus ont décidé de reculer devant les pressions, les menaces, les intimidations de l'extrême droite. Maintenant, on a régulièrement des pressions qui est de plus en plus fortes, qui s'exercent contre des villes où s'installent des lieux d'accueil pour étrangers, que ce soit des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et je me déplace régulièrement dans les moments de soutien. Et là, on a très clairement l'illustration de la préférence nationale. L'illustration du caractère haineux de ces mobilisations, mais aussi de ce que les réponses apportées, notamment localement, sont toujours des réponses de tranquillité. Je l'ai partagé par exemple chez moi en Loire-Atlantique à Saint-Brévin récemment, où il y a un CADA qui est en projet, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et où j'ai partagé avec les uns et les autres le fait que les étrangers qui allaient venir là, comme d'autres d'ailleurs le faisaient depuis 2015-2016, à l'époque où j'étais directeur de l'OFPRA, partageaient avec les habitants de cette commune de Loire-Atlantique une envie de tranquillité. Et on sait tous que les choses se vivent de cette manière-là lorsqu'elles sont organisées, maîtrisées, l'État est là, les associations sont là, la commune est là, et c'est pas un maire et c'est pas une commune d'extrême gauche. Pas besoin de cela pour accueillir de bonnes conditions. Donc, ce combat contre la préférence nationale, il est, à mes yeux, du point de vue des associations, absolument central et décisif, parce qu'encore une fois, à la fin, c'est ce qui restera. Lorsqu'ils se seront totalement banalisés, tout le monde les aura aidés à se banaliser, ce qui est quand même, pour moi, le cas actuel, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, de droite comme de gauche, qui ne fasse pas ce qu'il faut pour banaliser l'extrême droite. Eh bien, ce qui restera, c'est la préférence nationale, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, de notre côté, il n'y aura jamais de possibilité de transiger avec cette mouvance. Mais pour moi, l'essentiel n'est plus tant le constat, même si on voit bien qu'il est indissociable de l'action, puisque quand on refuse de tomber dans la banalisation, c'est l'acte 1 de la résistance. Mais la question est de savoir comment on fait. Et c'est là où je vais être peut-être un peu moins consensuel sur ces questions d'immigration. Parce qu'au fond, je crois important dans ce combat, dont on voit qu'il est à chaque jour plus indispensable, parce que ça me paraît quand même de plus en plus urgent et de plus en plus effrayant, combien il nous faut être lucide sur ce qui travaille le pays, sur ses fragilités sociales et culturelles. C'est pas un fait français, hein. Vous avez ça partout en Europe, vous avez ça aux États-Unis, vous avez ça dans tout un tas de sociétés. On est dans un moment qui est là historiquement, sous contrôle des historiens qui se sont exprimés, pas nouveau, de fragilité sociale et culturelle profonde, où les instrumentalisations de cette question d'immigration marchent, mais alors à fond la caisse. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres, chacune et chacun à notre place, dans un tel contexte. Pour ma part, je pense fondamental de rappeler et de remettre au centre des choses que la présence des étrangers dans notre pays a toujours été un choix. C'est notre nation qui a décidé démocratiquement à chaque étape de son histoire des conditions dans lesquelles elle décide d'accueillir des étrangers, soit par sa constitution, soit par les engagements internationaux européens auxquels elle a souscrit, notamment la Convention de Genève, que j'ai eu l'honneur de servir comme directeur de l'OFPRA pendant un certain nombre d'années, soit pour le regroupement familial à travers la Convention européenne des droits de l'homme. Et à chaque fois, c'était un choix du peuple, par ses représentants. Moi, je ne partage pas l'idée qu'il faudrait laisser s'installer la conviction qu'au fond, tout ça, ça nous échappe et que c'est pas une... Non, c'est une décision du peuple. Parce que le peuple français s'inscrit dans la longue tradition républicaine qui est celui de l'accueil des persécutés. Parce que la nation républicaine française est dans la tradition humaniste qui fait que quand une femme ou un homme ou un enfant est en fragilité extrême, on ne le renvoie pas dans son pays. Parce que les entreprises de ce pays ont besoin, et alors là, plus que jamais, d'hommes et de femmes qui travaillent et qui ainsi sortent de la précarité. Et donc c'est pour moi cela qui devrait inspirer le positionnement des uns et des autres dans le domaine associatif, dans le domaine politique, en matière de politique d'immigration. Et de manière à ce qu'on puisse construire ce que les uns et les autres savent très bien faire dans ce pays, mais qui est à l'inverse de ce que fabriquent les politiques publiques depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, qui est une capacité à accueillir dans de bonnes conditions, sans préférence, mais parce que la nation
décide et a décidé qu'elle accueille, et qu'elle accueille dans de bonnes conditions celles et ceux qu'elle doit accueillir. Merci.